Pendant des siècles, Croates catholiques, Serbes orthodoxes, musulmans et juifs ont vécu en harmonie dans la capitale bosniaque de Sarajevo. Mais lorsque la Yougoslavie s'est désintégrée, dans les années 90, de nombreux Serbes, Croates, certains musulmans, certains responsables politiques bosniaques ont décrété « Nous ne pouvons plus vivre ensemble ». De nombreuses personnes l'ont cru et la guerre a éclaté. Mais en Bosnie, tout le monde n'a pas accepté cette fatalité. Voici une histoire qui en témoigne. Entre 1992 et 1995, pendant les 3 années de siège, Sarajevo est coupé du monde. Ses superbes bâtiments sont bombardés et partent en fumée. Plus de 12 000 personnes périssent sous les coups de mortier et les snipers. Des murs sont construits pour protéger la population des tirs de snipers. Des panneaux d'information sont même mis en place, mais peine perdue. Les forces serbes de Bosnie coupent l'alimentation en eau de la ville et ce parc du centre-ville devient l'endroit où la population se rend pour faire sa lessive et se ravitailler en eau. Ils remplissent et transportent jusque chez eux ces jerrycans en plastique pour pouvoir boire, se laver et tirer la chasse d'eau. Et voici sur le chemin du retour. Une société entière réduite à quémander. Les habitants tentent d'échapper aux tirs des snipers, vendent ou essayent de vendre ce qu'ils possèdent, et puis ils rentrent chez eux et brûlent quelques livres ou une chaise pour réchauffer la maison, cuisinent sur un poêle à bois installé au milieu du salon. Une grande ville multiethnique européenne est en train d'agoniser. Les Américains et les Européens envoient de la nourriture de temps en temps et regardent de loin les bombardements s'abattre sur la ville. Les gens perdent espoir et essayent de tenir le coup. Si la plupart des Serbes et des Croates à cette époque quittent Sarajevo, certains décident de ne pas écouter leurs dirigeants politiques et de ne pas fuir, convaincus que vivre ensemble est encore possible. Certains Serbes, Juifs, musulmans et Croates continuent donc de cohabiter dans la ville en guerre de Sarajevo. Et ils sont même enterrés dans les mêmes cimetières. La nuit où les premiers bombardements s'abattent sur la ville, en mai 1992, des habitants des quartiers voisins de la synagogue viennent y chercher refuge. Des membres éminents de la communauté, l'architecte Ivica Čerežnjev et l'avocat Jakob Finci, décident de leur offrir l'asile pour la nuit et de la nourriture le lendemain. Très vite, c'est autre chose qui voit le jour à la synagogue avec la Benevolencia, l'association d'aide humanitaire de la communauté. Les gens ne viennent plus seulement pour chercher de l'aide, ils viennent offrir leur aide. Partons à leur rencontre. Ici, l'équipe médicale. Voici Serdian, médecin-chef de la Benevolencia. Il travaille avec Jadranska, un autre docteur. Et voici Jasna, une infirmière. Mirjana, la pharmacienne. Et Adnan, responsable de la sécurité, qui bien qu'il n'a jamais eu de problème avec quiconque, s'appuie sur Shérif, dont le travail consiste à couper du bois pour la cuisine. Et à la cuisine justement, nous avons Cisco, le cuisinier, et Mara qui l'aide pour le service. Novo transporte la nourriture de l'entrepôt. Tandis qu'au bureau, Slobodan fait fonctionner l'ordinateur pour la communauté, et Katso travaille comme secrétaire. Vera est trésorière, et Sonia anime le club des femmes de l'association, la Booreta. Pour la communication, Vlado s'occupe de l'émetteur radio, tandis que Timur tient le journal dans la salle radio et que Den distribue le courrier. Qui parmi eux est juif, catholique croate, serbe orthodoxe ou musulman? À la Benevolencia, personne ne pose la question et tout le monde s'en fiche. El Dio alto con
Voici comment la Benevolencia fonctionne en cette période de guerre. Serdian accueille les patients dans le centre communautaire et fait aussi des visites à domicile pour des malades comme Donka Nikolic, qui a plus de 90 ans, a besoin d'une injection hebdomadaire, simplement pour pouvoir continuer à respirer. Pendant la guerre, tout comme l'eau, le courrier n'est plus distribué. La communauté juive fait venir le courrier de la ville et on demande aux journalistes d'apporter les lettres à la synagogue où elles sont enregistrées. On téléphone ensuite aux destinataires qui ont le bonheur d'entendre ces mots tant espérés. Vous avez du courrier. Comme les lignes téléphoniques sont coupées, la Benevolencia met en place un système de communication radio vers le monde extérieur et les familles viennent de toute la ville pour tenter d'entrer en contact avec leurs proches à l'étranger. Grâce à des soutiens externes, et notamment celui du JDC, le comité mixte juif américain de distribution, la Benevolencia met en place 3 pharmacies qui distribuent l'ensemble de leurs produits totalement gratuitement. Un dentiste se rend même chaque semaine au centre communautaire. Tout comme les enfants du quartier qui viennent assister à des spectacles de marionnettes, participer à des fêtes et ainsi oublier, l'espace d'un instant, leur situation. Grâce à la Benevolencia, ils sentent que l'on prend soin d'eux. De nombreux habitants plus âgés de Sarajevo ont laissé partir leurs enfants et leurs petits-enfants à l'étranger et se trouvent ainsi tout seuls. Le club des femmes, la Boreta, s'efforce de maintenir ses membres occupés. Ils préparent des surprises pour les enfants, passent leur temps libre ensemble. Pendant le siège de Sarajevo, la Benevolencia organise, avec le soutien du JDC, des convois d'évacuation qui permettent aux habitants de fuir la capitale. Le plus grand partira en février 1994. Pour que cela soit possible, le JDC envoie des experts qui négocient avec le Premier ministre bosniaque, les Serbes de Bosnie et les soldats de l'ONU. Quand les autorisations arrivent, les listes sont prêtes, les autobus aussi, et les personnes autorisées se dirigent vers le centre communautaire juif. Les plus âgés embarquent dans les bus, suivis des plus jeunes, et tous s'apprêtent à quitter la ville où ils sont nés, cette ville qu'ils aiment tant. Le convoi quitte la ville assiégée, escorté par les forces de l'ONU, il traverse la zone de No Man's Land et pénètre dans le territoire des Serbes de Bosnie. C'est ici que les troupes de l'ONU ont pris position et le convoi qui transporte plus de 294 citoyens de Sarajevo, de toutes origines, met le cap vers la côte croate, sa destination finale. Plus de 20 heures seront nécessaires pour accomplir un trajet qui de Sarajevo jusqu'à la mer prend d'habitude environ 4 heures. Voici l'histoire de 2 personnes qui faisaient partie de ce convoi. Sur cette image, vous voyez Zeneba Ardaga, la première musulmane à avoir reçu la médaille des Justes pour avoir sauvé son voisin juif pendant l'Holocauste. Sa fille Sarah et sa petite fille Stella prennent soin d'elle, tout comme Serdian, le médecin serbe qui travaille pour la communauté juive et s'occupe de son amie musulmane. Pendant le siège, Zeneba et sa famille sont invités à se réfugier en Israël et elles partent avec ce convoi en 1994. « Vous n'avez pas laissé tomber les Juifs », lui dit Milton Wolf, le président du JDC. « Nous n'allons pas vous laisser tomber. » Et lorsqu'elle arrive en Israël, elle est accueillie par le président Yitzhak Rabin lui-même. Denis Karalic, musulman lui aussi, a 13 ans en 1994. Denis transporte l'eau tous les jours pour la communauté juive. Denis et son père Harris étaient hébergés chez Nada Levi. Le père de Denis aide aussi la communauté juive. Denis est le meilleur ami de Racho, petit-fils de Nada. Et sur cette image, tous les deux étudient, bien qu'ils ne puissent aller à l'école.
En 1994, Denis est légèrement blessé par un obus de mortier. Sergian extrait un éclat de son épaule et son père lui dit « Tu iras en Israël, même si moi, je ne peux pas. Là au moins, tu pourras vivre en sécurité. Ce n'est pas facile de quitter son foyer. Ce n'est pas facile pour un père de dire au revoir à son fils. » Mais Racho et Denis voyagent toute la nuit et le jour suivant, pour la première fois depuis 22 mois, Denis se retrouve dans un endroit où enfin plus personne ne lui tire dessus. Une année plus tard, Denis partira pour Israël et y terminera ses études. Il s'installera ensuite à Vienne. Là, il passera une dizaine d'années au sein du Fonds national pour la restitution des biens aux victimes de l'Holocauste. Lorsqu'on lui demande ce qui pousse un musulman de Bosnie à travailler pour une telle organisation, il répond « Je me souviens que quand j'étais enfant à Sarajevo, toutes les personnes que je connaissais étaient heureuses de travailler ensemble. Et c'est cela qui faisait le fondement de la Benevolencia. Travailler ici aujourd'hui est peut-être pour moi une manière de rembourser une toute petite partie de ma dette. »